Et salut à tous, bonsoir aux capsules de sport et bienvenue pour cette nouvelle émission dédiée aux merveilles des sports insolites, diffusée directement sur Twitch en ce moment et puis en rediffusion sur YouTube et sur les podcasts audio le dimanche suivant. Et bien c'est de nouveau Léo qui vous accueille avec mon cher ami Damien qui est juste là comme d'habitude. Salut Damien. Salut Léo, salut à tous. Ça va bien alors? Ah bah écoute, ça va bien, il faut être Ouais. prêt là, il faut gonfler les muscles, il faut pouvoir pousser de la fonte, soulever de la fonte, ça va être un gros programme aujourd'hui. Exactement, aujourd'hui on va parler, comme vous l'aurez peut-être deviné avec ces petits indices qu'a disséminé Damien dans son introduction, on Oh, va parler d'haltérophilie. On va parler de soulever de la fonte, effectivement. Euh, Globalement, c'est un sport, bon, de force, de base, mais quand même, il y a de la technique, il y a un peu de maîtrise de soi, il y a, bon, il y a et il y a de la stratégie lors et des c'est concours. Et on ça. va vous expliquer 2-3 trucs par rapport à ça. Exactement, il y a des stratégies pendant les concours, et notamment les Jeux Olympiques, puisque je vous rappelle Hmm. que nous sommes en train de faire notre tour d'ici au JO de Paris, de faire le tour des sports insolites olympiques. Bon, que les gens, la plupart connaissent parce qu'ils regardent ça tous les 4 ans, mais sinon, en dehors de ça, ils regardent pas, hein, faut pas se leurrer. Mais c'est vrai. Et c'est totalement vrai. Et du coup, je vous invite à tous nous rejoindre pour cette petite explication autour d'haltérophilie. Donc préparez-vous à être élevé comme au propre comme au figuré. Donc Oui. on va plonger tête première dans l'univers où chaque kilogramme soulevé raconte une histoire de dépassement personnel. On va bien se parler de l'haltérophilie, Damien. On va faire comme d'habitude, l'histoire, origine de ce sport, les règles, les sportifs légendaires, les compétitions. On va du coup parler aussi de la fédération internationale, notamment. Mhm. On parlera bien sûr de... Bon, autant sur la pop culture, ça va. On n'a pas eu trop de difficultés à trouver des références de l'haltérophilie en pop culture. C'est pas trop compliqué. Après, ça va dépendre du média, en général. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça dépend du média, ça Ça dépend du dépend. support également, ouais, tout à fait. Exactement, ça dépend de ça. Et donc, on va vous raconter tout ça avant de faire un petit détour dans l'actualité sportive de ces 2 dernières semaines. Est-ce que tu es prêt, Damien? Allez, c'est parti. Allez, je vous invite donc, comme d'habitude, à rentrer dans les origines et l'histoire de ce sport. Mais alors mon Léo, je vais juste te poser une question de béotien. C'est un sport qui est extrêmement vieux. Je veux dire, depuis les temps immémoriaux, on soulève des trucs pour montrer qu'on est le plus fort. Hum. Mais alors, il y a bien un moment, enfin j'imagine que tu vas m'expliquer ça, mais il y a bien un moment où on a dit ça va être ces règles-là et ça va pas être autrement. Enfin, comment ça s'est passé? Tout à fait. En fait, tu l'as dit, les sports de force, on va dire ça comme ça, existent depuis très 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 longtemps. À l'Antiquité, clairement, puisqu'il y a des traces de tous ces sports de force dans l'Antiquité. On suppose que ces sports existaient aussi avant l'Antiquité, Hmm. très probablement. Mais là, on a un peu moins de traces. Mais en tout cas, à l'Antiquité, c'est sûr. Il y a eu, notamment dans les premières Olympiades à Olympie, oui, il y a eu des sports de force qui ont eu lieu pour démontrer la puissance des hommes qui soulevaient des choses, qui projetaient des choses, qui lançaient des choses. Voilà, il y a eu plein d'épreuves comme ça. Alors, par contre, effectivement, à un moment, il fallait structurer un peu ça, parce que ça existait même dans des pays, dans des campagnes, dans des régions, dans des villes, dans des villages. C'est Ah, un peu voilà. partout, ces sports de force. Et à un moment, il a fallu structurer tout ça. Alors, bien entendu, comme d'habitude, quand on essaie de structurer des choses, c'est en Europe, en général. Et Généralement dans l'usage... les îles Britanniques, non? Alors, non, pas totalement, puisque Ah, au 19e siècle, donc c'est quand même assez tardif, et assez récent, la popularisation s'est faite au travers donc de la notion de poids et haltère. C'est-à-dire que au 19e siècle, c'est là qu'est apparue la notion de poids et d'haltère, donc d'accrocher des poids sur le côté d'une sorte de barre métallique, plus ou moins ouais. longue, puisque vous avez la version haltère, les petits haltères, comme la version des grandes barres de fonte que vous soulevez à 2 mains. Mhm. Et donc, parmi eux, un pionnier français, Hippolyte Priat, distingue dès les années 1840 en jetant les bases d'une discipline basée sur les poids et les haltères, en quête de reconnaissance, donc il était culturiste, hein, voilà, faut pas se Oui. leurrer. Et ça aboutit à plusieurs créations de clubs, alors non seulement en France, et puis dans les années 1880 en Allemagne, euh, et puis l'organisation des premiers concours officiels en 1887 à Londres. Ouais, l'Angleterre, à un moment, il fallait qu'il s'y intéresse aussi. Hein, Il fallait forcément que ça passe un jour par les îles britanniques. Mais c'est sur le exactement. continent alors qu'on a standardisé ça.
avec des poids et des haltères. Petite parenthèse aussi, parce qu'il y a encore aujourd'hui, hein, je veux dire, quelle que soit la région du monde, il y a encore aujourd'hui des épreuves de poids, de soulèvement de poids, Des en tout choses. cas d'haltérophilie, mais qui se font pas avec des poids et des haltères, donc ne sont pas dans les standards olympiques ou dans les standards de la fédération mondiale. Donc vous avez tous les événements d'hommes forts, de strongmen, de gens qui portent des grosses boules en pierre, etc. Même jusqu'en Écosse avec les fameux troncs d'arbres. Enfin voilà, il y a plein de manières de Mm. soulever De montrer des sa force. choses lourdes. Mm. Mais c'est vrai que on a ce point de bascule Ouais. entre France et Allemagne à ce moment-là. Ouais. Donc, le premier championnat européen a eu lieu à Rotterdam en 1896, qui est quand même assez vieux pour un championnat européen. Et donc, le Et premier championnat à Londres, alors c'était non, c'était à en quelle année? Rotterdam. C'était aux Pays-Bas, en Oui, 1896. oui, mais il y avait déjà tu m'avais dit qu'il y avait déjà eu un concours à Londres, alors Oui, parce mais que c'était un concours pas européen. C'était un concours, on va dire, sur invitation. C'était un concours, voilà, comme ça. oh, c'était de l'exhibition, quoi. C'est l'exhibition. Alors Mais là, c'était en tout quelle à... année? Tu sais ça ou pas? Oui, 1887. Ah ouais, donc tu vois, il y a encore quelques années, à mon avis, il doit y avoir pas mal de trucs de foire, de choses comme ça, Hmm. qui a dû se balader pendant une dizaine d'années jusqu'en 1896. Exactement. Exactement. Et dès 1896, dès les premiers Jeux modernes olympiques à Hmm. Athènes, eh bien, l'haltérophilie faisait partie des épreuves olympiques modernes, notamment avec des épreuves telles que le lever à un bras, le lever à deux bras, voilà, il y avait plein de choses comme ça. Il y avait pas mal d'épreuves d'ailleurs hein, qui existaient au niveau des Jeux olympiques de 1896, et donc il y avait énormément d'épreuves différentes. Alors il y a eu une brève absence pendant une Olympiade jusqu'à revenir en 1904, et depuis, voilà, c'est toujours inscrit aux Jeux olympiques depuis 1904. C'est-à-dire que la vraie question, c'est où placer ce sport-là. C'est-à-dire qu'à la base, c'était compté comme de l'athlé. Donc c'est comme lancer le poids, mais sans le lancer, du coup. C'est plus le soulever. Mm. Et puis à un moment donné, ça a fini par se standardiser un petit peu. Ils ont même été au programme, alors ça m'a fait marrer, de ces fameux jeux intercalés de 1906. Jeux intercalés dont, si vous connaissez un peu quelques stats comme ça, notamment en foot, il y a c'est une Olympiade un peu fantôme dans le sens où en fait à la base ils voulaient créer une Olympiade tous les 4 ans, mais en cadencement avec les Olympiades qui se déplaçaient partout dans le monde, et qu'à la base ils voulaient faire ça à chaque fois à Athènes en fait. Mm. Mm. Tout à fait. En 1920, donc, il y a eu des nouvelles disciplines qui sont ajoutées jusqu'à que dès l'édition suivante des Jeux, en 1924, on élimine tous les mouvements à un bras, privilégiant plutôt la technique et la sécurité, surtout parce que hein, à un bras, c'est quand même pas super sécurisé. On avait beaucoup de blessures. Alors sécurité, tu vas peut-être en parler, mais sécurité, c'était pas encore tout à fait ça. C'est-à-dire Non, non, c'est qu'effectivement, pas... ça part d'une bonne intention hein, d'enlever l'haltérophilie à un bras, effectivement, pour des raisons de sécurité. Mais il y avait à l'époque 3 disciplines, enfin, selon les Olympiades, on piochait entre les 3. Tu avais l'arraché, l'épaulé jeté qui existent encore aujourd'hui. Puis tu avais le développé, et là, pour le coup, avoir des photos d'athlètes qui essayent l'épreuve du développé, moi j'ai mal rien qu'en regardant cette photo en réalité. Et pour le coup, l'élimination de cette forme, effectivement, qui est le développé, n'a eu lieu qu'en 1972, donc c'est assez tardif. Ah ouais. Les Jeux Olympiques de 1972, et il ne reste plus que, comme tu l'as dit, les 2 disciplines de l'arraché et de l'épaulé jeté qui sont conservées, et depuis toujours au programme des Jeux Olympiques, notamment de Paris. Et donc, pareil, pour une idée de réduire les blessures, parce que c'est effectivement, comme tu l'as dit, le développé, ça fait mal à rien qu'à voir, quoi. C'était assez terrible. Ah, Fallait que le corps bouge pas, enfin, alors mm, que l'épaulé jeté, justement, on balance son corps ouais, pour ne pas perdre l'équilibre et puis aussi se sauvegarder soi-même, hein, parce que c'est mine ça. de rien, un truc qui tombe comme ça fait mal, sans blague. Et du coup, solliciter encore davantage son corps pour cette épreuve-là, effectivement, ça peut être très dangereux. En plus, comme on est quand même tenté, mine de rien, visiblement, alors ça, c'est pas forcément moi qui vais le dire, hein, c'est plutôt des gens qui font de l'haltérophilie qui, à mon avis, pourraient confirmer ça. Mais j'imagine qu'on est quand même tenté de pouvoir recalibrer son corps lorsqu'on fait le mouvement. Et visiblement, comme il fallait pas bouger, il y avait beaucoup de nations qui trichaient un petit peu. Mm, mm, tout à fait. Enfin voilà, donc du coup, depuis, on est resté sur ces 2 points, on l'expliquera un tout petit peu après lors des explications sur les règles. Juste un mot aussi sur les compétitions féminines, puisque les premières compétitions ont lieu en 1947, les championnats du monde s'ouvrent aux femmes en 1986, donc c'est assez Ouais, t'as vu. tardif, et puis la première apparition des épreuves olympiques féminines d'haltérophilie
ont lieu à Sydney en 2000. Donc c'est pareil, c'était assez tard, mais ça s'est finalement ouvert. C'est un vrai point de Effectivement. bascule. 98 et 2000, 80, oui, 98 pour les femmes, pour les Jeux d'hiver, et 2000 pour les Jeux d'été. C'est vraiment le point de bascule où on a beaucoup d'épreuves féminines qui font leur entrée dans le programme olympique. Mm. Avant, c'est beaucoup en discussion, mais personne n'ose le faire. 98-2000, c'est là où vraiment le sport féminin est enfin mis à sa place. Exactement. Voilà, c'était une petite brève d'histoire, parce qu'après, il y aura des histoires à raconter sur les légendes et les compétitions, les trucs comme ça. Donc, je ne vais pas m'attarder plus. Et puis, à un moment, il faudra expliquer les règles. D'ailleurs, Damien, est-ce qu'on est prêt à y aller vers les règles? Alors, j'ai juste une Oui, t'as un dernière petit chose, c'est mot? qu'on a une Vas-y. fédération mondiale et on a Hum, parlé de fédération mondiale lors de plusieurs autres sports. On avait la fédération de tir hum, à l'arc, le souci avec la fédération aussi de hockey sur gazon, pour lequel, enfin à cause duquel il n'y avait pas eu de hockey sur gazon, notamment à Paris en 1924, c'est parce que justement il n'y avait pas de fédération, donc pas d'interlocuteur. Et bien pour l'haltérophilie, ça s'est fait très très simplement, puisque la fédération est créée en 1907. Il y a tout de suite des gens qui s'organisent, il y a tout de suite une dynamique pour créer aussi un championnat du monde qui va hum. avec. Et en réalité, ça se passe relativement facilement, Oui, a priori. oui. J'imagine qu'il a dû y avoir beaucoup de discussions aussi Ah bah, derrière évidemment. les voilà entre les gens autour des tables, mais le fait est que pour la structuration, bah, du coup, ça a été relativement Hum. tôt. Effectivement, tout à fait. Ça, c'est plutôt passé assez vite. Du coup, pardon, excusez-moi. Du coup, un petit... Ah. c'est un petit... bêlement. Du coup, je te propose de basculer maintenant sur les règles du sport de l'haltérophilie. Alors, on va parler des règles de la version olympique. Parce que ni Bah, n'aime. alors ça va être simple, il faut juste soulever. Eh ben Alors, non. pas totalement, non, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, on va bien sûr s'appuyer sur, comme d'habitude, les vidéos de Neil Explains, ce qui va Ok. bien sûr parler d'Olympic Weightlifting, évidemment. Et du coup, pour expliquer tout ça, il faut comprendre que c'est l'objectif, bien sûr, de soulever une charge plus lourde que ses adversaires. Donc l'idée, Ça suffit pas. Ouais. non, ça dépend des... Encore une fois, tu vas trop vite, mais je vais expliquer tout ça. Donc Mm. l'idée, c'est de soulever une charge plus lourde que ses adversaires. Mais bien sûr, ça va dépendre du type de mouvement qu'il faut faire pour le faire. Hein. Il y a d'abord l'arraché, c'est le snatch On en voit en ce moment. anglais, Ouais. et l'épaulé jeté, c'est le clean and jerk en anglais. Mm. Tout en maîtrisant parfaitement la charge au-dessus de leur tête. C'est-à-dire qu'il n'y a, il y a pas juste à mettre au-dessus, il faut le positionner comme d'une Et il certaine faut manière. rester un certain nombre de Il faut rester à un secondes, certain nombre de etc. secondes, etc. Donc l'arraché d'abord, le snatch consiste à soulever l'haltère en un seul mouvement jusqu'au-dessus de la tête, en adoptant une prise large et en s'accroupissant pour faciliter le levage. Donc, voilà, ça c'est l'arraché. Et l'épaulé jeté se déroule en deux étapes. D'abord, l'épaulé, on l'amène au niveau des épaules comme ça, là, comme vous voyez à l'écran. Hein, on l'amène au niveau des épaules, coude vers le bas. Et ensuite, on porte un coup Voilà. pour le porter au-dessus de la tête, le propulser au-dessus de la tête. C'est ce qu'on appelle le jeté, d'où l'épaulé jeté. En utilisant une prise plus étroite et en effectuant un mouvement de fente pour faciliter le levage. Donc, c'est toute une codification. Il faut rester quelques secondes en l'air. Et en gros, normalement, dans les Jeux Olympiques, si je me souviens bien, il y a une alarme qui est signalée quand vous avez le droit de redescendre le poids et vous dire que c'est bon, vous avez finalisé votre mouvement. Mm. Chaque athlète dispose de 3 tentatives pour chaque mouvement. Le succès d'une tentative est confirmé donc par le son d'un buzzer, tu vois, je viens de le dire. Et l'approbation d'au moins 2 des 3 juges, signalés par un voyant blanc. Un essai échoué et indiqué par un voyant rouge. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, l'idée, c'est de soulever plus que les autres. Mais il faut des stratégies pour soulever Mais il y a plus des que les autres. tentatives. C'est ça. Il y a des tentatives et en fait, c'est à chaque athlète de dire quel poids il veut soulever. C'est un peu comme le saut en hauteur, le saut à la perche, etc. C'est toute une Oui. stratégie de je dois soulever plus que les autres, mais je dois soulever plus que les autres en essayant de faire le moins de soulevé possible. Parce que plus j'en fais, plus je m'épuise, donc j'ai moins de puissance pour pouvoir faire des records et de soulever plus lourd. Mais mon Léo, plus tu en fais et plus tu gagnes des points. Parce qu'à la fin, c'est pas tellement des poids, mais c'est carrément des points, en fait, au cumul. Et contrairement au saut en hauteur, oui, au saut en hauteur, au saut à la perche,
eh ben, on n'a que 3 tentatives. Au saut à la perche, par exemple, un Renaud Lavillenie, par exemple, peut choisir de faire, l'impasse sur une hauteur et le concours reste en fait actif, ce concours-là, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'athlètes pour concourir. C'est-à-dire qu'on peut faire peut-être 3, 4, 5 tentatives si jamais vraiment il y a besoin d'un tie-break, etc. En haltérophilie, il n'y a que 3 tentatives. Mais ces 3 tentatives-là, justement, elles sont extrêmement stratégiques. Vous pouvez soulever peut-être 1 kilo de plus que votre adversaire, sauf que vous aurez loupé une de vos tentatives et votre adversaire qui, lui, a soulevé en poids absolu, c'est-à-dire en maximum 1 kilo de moins, eh bien, sera peut-être gagnant parce que lui, il a réussi ces 3 essais. Ouais, je sais pas si c'était les règles des Jeux Olympiques, mais parce que normalement les règles des Jeux Olympiques c'est identique au sans hauteur, mais bon peut-être que je me trompe, mais pour moi c'est plutôt alors c'est peut-être plus les règles des championnats du monde peut-être, mais Ah bah, le championnat du monde, c'est sûr que c'est vraiment c'est trois trois, tentatives maximum en fait, 3 tout tentatives est pour tout. maximum. Et c'est pareil aussi pour les Jeux Olympiques. Je viens de voir, effectivement, c'est le même tableau, c'est exactement la même chose. Et justement, ce qui est intéressant, tu vois, je prends juste au hasard hein, sur mon pense-bête. Évidemment, je vais regarder Wikipédia pour les chiffres. Moi aussi. On a par exemple là un 53 kilos chez les dames. On a une Taïwanaise qui a réussi à soulever 120, qui a fait 92, 96 et 100 à l'arraché, 112, 126 et forfait ensuite. Elle a 212 points. À côté, on a une Philippine qui est deuxième, elle qui a réussi aussi 112 d'ailleurs à l'épaule et jeté. Mm. Simplement, elle a loupé 2 fois de plus que son adversaire. Elle a loupé 2 fois à l'arraché, elle a loupé 1 fois comme son adversaire à l'épaule et jeté. Et eh ben, il se trouve qu'elle a cumulé finalement en fait le nombre de points. C'est les maximums qu'on compte visiblement. Mm. Je comprends du coup là-dessus, et c'est pour ça qu'effectivement, en cas d'égalité, on va dire, de points et de poids, hein, donc finalement, c'est le moins de tentatives, enfin voilà, le moins d'éléments qui permet d'atteindre ces éléments-là, et comme tu l'as dit, c'est des points ou des notions de premier à atteindre le point maximum en fait. Mm. Sachant que vous avez vu à la fin de la vidéo là que je viens de vous remontrer, les athlètes utilisent la craie sur la main en général parce que Ouais. ça permet, parfois sur le torse, pour réduire l'humidité et améliorer la prise sur l'haltère parce que globalement ça glisse quoi, c'est en métal, c'est J'imagine très que ça compliqué. glisse. Ouais. Et l'usage de gants est interdit en plus dans ce sport, donc voilà. L'idée, c'est vraiment de faire des tentatives de soulever. Donc il y a 3 essais. Et il faut choisir très concrètement les poids que tu vas faire pour chaque tentative, sachant que chaque essai doit être plus lourd que le précédent. Au moins 1 kilo plus lourd. Tu ne peux pas Exactement. faire, je sais pas, je dis des bêtises, hein, 145, puis 220, puis redescendre à 180. Quoi. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens parce que de toute façon, on va compter ton maximum. Donc, Hmm, tout à fait. et par contre, alors pas de gants, mais on n'est quand même pas des barbares. Ils ont droit à des pansements sur les, Oui, sur les les, autres sur les dépensements doigts. sur Hein. les, sur les, sur les callosités, on va dire, Ouais, ouais. actuelles. Voilà, c'était donc les règles, mais effectivement, comme tu l'as dit, Damien, c'est extrêmement stratégique. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des coachs qui sont à côté, un peu pour aussi conseiller, parce que parfois on a trop d'adrénaline, et donc des fois on perd un peu la notion de ce qu'il faudrait faire, surtout par rapport aux adversaires. Il faut quelqu'un qui observe toute la compétition pour savoir quelle est la meilleure manière de progresser dans la compétition. Et donc, il faut Mm. savoir ce qu'on fait les adversaires pour choisir le bon poids et le bon essai suivant. Donc, tu as totalement raison. C'est pour ça que, du coup, ce sport est assez visuellement assez impressionnant, mais surtout, c'est un sport qui est extrêmement stratégique, en fait. C'est extrêmement stratégique. Euh, et donc, là, comme vous le voyez ici, l'ordre de passage est déterminé par le poids que chaque athlète prévoit de soulever, en commençant par le poids le plus léger. Donc, on commence par celui qui veut soulever un poids le plus léger, puis on monte, on monte, on monte derrière, et chacun donc aura droit à 3 essais pour essayer d'aller le plus haut possible. Donc voilà. Tu vois, il fallait que je révise un peu aussi. Des fois, c'est moi qui me trompe, des fois, c'est toi aussi. Des fois, Pas de souci. il nous faut des penses-bêtes. Parce que des fois, c'est pas si aussi facile que ça que de dire il faut juste soulever le truc. Hein. Non, c'est pas aussi Et en facile fait, que oui, ça. c'est ça, c'est qu'on s'imagine en fait qu'on peut continuer le concours Ad vitam autant aeternam. qu'on veut, Hey. voilà, jusqu'à épuisement, tu sais, C'est mutuel ça. des deux athlètes, 2, 3, 4, 5 athlètes. C'est ça.
Et en fait, non, Non, ça se passe pas comme non, ça. non, non, Et je 3 pense, essais, 3 essais. et je pense que c'est dû aussi à des raisons de sécurité. À mon avis, c'est aussi pour ça, pour éviter d'avoir trop d'essais et que les mecs s'épuisent et finissent par se blesser gravement par épuisement, quoi. Alors, en plus, voilà. Hmm. Du coup, on a un peu spoilé cette partie-là, mais maintenant qu'on a expliqué les règles, il faut parler des plus grandes compétitions de ce sport. Et quand on parle de plus grandes compétitions de sport, il faut parler de la Fédération internationale de d'haltérophilie. Donc en anglais, c'est International Weightlifting Federation, donc l'IWF. Et l'IWF organise en fait principalement des championnats du monde, des championnats continentaux, enfin voilà, ils organisent un peu tout ça. Et bien sûr, ils sont partie intégrante des Jeux Olympiques, de l'organisation des compétitions pour organiser autour des Jeux Olympiques. Et depuis très longtemps, hein. Depuis très longtemps, puisque les championnats du monde existent depuis 1891, donc comme je l'ai dit en introduction, et ça a lieu chaque année depuis 1949. Chaque année, il y a les championnats du monde. Sauf Covid, sauf guerre mondiale. Mais bon, quand je vous dis après 1949, c'est normalement après la seconde. Donc normalement, ça va. Mais il y a eu des compétitions annuelles, sauf très rares exceptions. Sauf cas exceptionnels, voilà, Très on va dire. exceptionnelles. Il y a eu des championnats du monde chaque année. Donc c'est le rythme qu'impose l'IWF pour nos chers athlètes. Pour les C'est championnats pour du monde, ça, on va d'ailleurs, commencer. Pardon. c'est pour ça, Léo, d'ailleurs, qu'il n'y a pas, contrairement au tir à l'arc, par exemple, de saison mondiale. C'est-à-dire Mm. qu'une saison mondiale, ça va forcément être ton championnat continental, le championnat du monde, et la plupart du temps, alors c'est pas tous les ans, une Coupe du Monde, entre guillemets, mais qui est une sorte de Masters, qui est un tournoi des meilleurs, mais enfin, on peut pas mesurer ces meilleurs des meilleurs par la saison mondiale, mais plutôt par le ranking habituel Mm. des différentes épreuves qui ont été faites. Quel score t'as fait au JO, quel score t'as fait dans ton championnat continental, etc., etc. Exactement. On va commencer par les championnats du monde. Il faut savoir que il y a 10 catégories pour les hommes au championnat du monde. Il y en a 10 aussi chez les femmes. Donc chez les hommes, j'allais vite, c'est 55 kg, 61 kg, 67 kg, 73 kg. Je parle du poids des hommes. Hein. Mm. Je parle pas des poids soulevés. 80 kg, 89 kg, 96 kg, 102 kg, 109 kg et plus de 109. Voilà, ça c'est pour les Mais hommes. voilà, ça c'est pour les hommes. Mais il faut s'imaginer que ça a changé au fil du temps aussi, Oui, hein. ça a évolué Voilà, autour du temps. Ça c'est ça les c'est les dernières catégories actuelles. les catégories Et pour les dames? actuelles que j'ai vues dans Wikipédia. Parce que je fais des courses, évidemment. Chez les dames, c'est 10 catégories également, donc 45 kg, 49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg, 71 kg, 76 kg, 80 kg, 87 kg et plus de 87 kg. Voilà les catégories pour les femmes. Et Damien, sais-tu quelle nation, alors, oui, quelle nation, je vais dire ça comme ça, Oui. quelle nation domine en nombre de médailles, alors on va mélanger au championnat du monde, hein, je parle, or, argent, bronze, et Hommes et femmes? toutes épreuves confondues, c'est-à-dire qu'on intègre même les anciennes épreuves qui n'existent plus, c'est-à-dire le fameux développé hein, qui n'existe plus. Ouais. Quelle nation est première nation chez les hommes? Alors, j'ai dû le voir, un tout petit peu, mais alors chez les hommes, tu me dis, Chez les hommes. ça doit être l'URSS. Et oui, c'est un pays qui n'existe plus. C'est l'Union Voilà. soviétique, effectivement, avec 274 médailles, c'est énorme. Incroyable. Et le deuxième pays, du coup, ce qui est plus intéressant, parce que le deuxième pays existe encore, jusqu'à aujourd'hui. Pour Pour les les hommes, dames, tu toujours. veux Non, dire? Ouais. toujours pas les hommes. Toujours pas les hommes. Le deuxième pays. Ouais. Ah, sans Eh, regarder. Et là, tu me vois regarder mon écran, mais en réalité, je suis sur le retour de Twitch. Donc, je ne regarde pas mon pense-bête pour l'instant. mm, Euh, mm. je dirais. Ouais. Oh, alors là, pour le coup, c'est quand même assez compliqué parce que j'ai plusieurs candidats qui pourraient, qui pourraient faire l'affaire. Je dirais. Alors, pas je pense pas les États-Unis, non? Non, ils sont pas loin, ils sont quatrième. Ils sont quatrième, les USA. Ils sont pas loin. Alors, dans ce cas-là, je dirais. Oh, c'est quand même pas la Chine. Non, ils sont troisième. Ah, oh, on remonte pour Bon, on le coup. remonte. Ça, j'avoue. Ah, mince. Eh, c'est chaud. Hein. Celui-là, je m'y attendais pas. Ce pays-là, en deuxième position, je m'y attendais. Pourtant, maintenant que j'y repense, tu vois, quand je revois les images des Jeux Olympiques plutôt, parce que moi, je regardais l'autorophilie sur les Jeux, je me suis dit, oui, c'est bête, j'aurais dû y penser. C'est la Turquie? Non, Non. c'est pas la Turquie. Les Turquie sont dixième.
Surtout pour un homme. Voilà. Donc, bah, C'est un peu si, ça. bon, on en C'est un- parlera dans nos héros, Si tu effectivement. l'évoques. Moi, j'avais un autre que j'évoquerais. Ah, J'en ai moi, deux, un homme et une femme. Moi, j'en ai un homme et une femme dans les c'est champions de ce normal. sport, évidemment. C'est normal. Ah, tu me dis que la Chine n'est pas deuxième, alors ça va être quoi? Pas la Bah, Géorgie, je peux non? te le dire. Géorgie, non, pas chez. Non, non, pas les Géorgies. Bah, je vais te le dire. C'est la Bulgarie. Ah oui, ok, oui, effectivement, Et ouais. oui, quand je te le dis, si tu fais. Mais oui, évidemment. Bah, 180 médailles quand même, hein, dont 75 en or. C'est incroyable. Moi, je trouve ça fou comme statistique. c'est Et donc, incroyable. c'est un sport, effectivement, qui est extrêmement populaire en Bulgarie. Après, il faut imaginer que c'est presque. La Bulgarie a dominé vraiment dans les années. Enfin, fin du XXe siècle, en fait. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus la Chine, hein, qui domine ce C'est sport. à l'après-guerre, je veux dire, les C'est ça. grosses médailles bulgares, c'était C'est ça. vraiment. Mais voilà, c'est culturellement ancré dans le pays, en Bulgarie, hein. C'est un vrai sport très reconnu là-bas. Et donc, il faut le savoir, c'est la Bulgarie. Deuxième nation et la Chine, donc 128 médailles derrière. Et chez les femmes, Chez les femmes, c'est la Chine. oui, c'est la Chine et largement, Largement. largement avec 210 médailles, alors que deuxième, c'est la Russie avec 54 médailles. Ouais. Donc, autant vous dire qu'on est très, très loin derrière la Chine, tous autant qu'on est toutes les nations derrière. Ce qui est plus étonnant, c'est que notamment par exemple, donc c'est Taipei, enfin Taïwan, Chinese Taipei Taïwan. en anglais, Mm. Taïwan qui est troisième avec 59 médailles, et la Thaïlande en quatrième position avec 42 médailles et 8 médailles d'or. Donc c'est vraiment pas Ok. mal. Voilà pour les palmarès côté pays. Et puis on a, je vous en parlerai, on a chez les hommes une légende russe des années 70 qui s'appelle Ah, Vassili Alexeyev, donc j'en reparlerai Alexeyev, ouais. un peu après dans la description des légendes du sport. Et deuxième, ben, on a un duo entre un Turc Naïm, ou Naum, Alors, Naïm et Souleymanoglou. Souleymanoglou, effectivement, le Bulgare. Alors, on peut en parler si tu veux dans ce Ah cas-là. bah, si tu veux qu'on... Alors, avant de transiter vers les légendes du sport, parce que du coup, on va Eh oui, potentiellement parce que transiter là, là-dessus. on est en train de dériver, monsieur. Exactement. Donc, juste pour les Jeux de Paris, donc pareil, c'est l'Union soviétique qui a le plus de médailles en olympisme. C'est la Russie, l'Union soviétique avec 62 médailles, juste à égalité avec la Chine, 62 médailles également, mais moins de médailles d'or pour le coup. Et les États-Unis, troisième. Bulgarie, quatrième. Donc voilà le palmarès. Et sachez qu'aux Jeux Olympiques, il n'y a que 5 catégories. À Paris notamment, il y aura les 61 kg, 73, 89, 102 et plus de 102. Et pour les femmes, c'est 49, 59, 71, 81 et plus de 80 kg. Donc c'est la moitié des catégories qui seront représentées. Allez, Damien, il est temps. On va parler des sportifs légendaires de Les ce statuts. sport, les statuts. Mais là, Et c'est le cas de le dire. Voilà. Non, mais Notamment, il y en a un, il a clairement pas qu'une statue dans son pays. Il en doit avoir plein de statues dans son pays. Je veux bien se parler de Vassili Alexeyev, un champion. Je pense que si vous êtes passé, enfin, si vous intéressez un peu à la thérophilie, vous pouvez pas ne pas passer à côté de ce nom. C'est une vraie légende. Russe, bien évidemment. Mhm. Et c'est quelqu'un qui a débuté la thérophilie à 18 ans. Enfin, russe, soviète, on va dire plutôt Ah bah, Union il était soviétique, parce qu'on ne soviétique. savait pas trop. Alors, il est peut-être russe, mais le problème de l'Union soviétique, c'est qu'il y a plein de pays dedans. Donc, je ne sais pas s'il est russe, mais il était soviétique, en tout cas. Il a commencé la thérophilie à 18 ans sous la tutelle de Rudolf Pliufelder. Alors, je ne sais pas qui c'est, par contre. Avant de s'entraîner tout seul, parce qu'il a commencé à 18 ans, et puis en 68, il a dit non, en fait, je vais y aller tout seul. Je vais m'entraîner tout seul. Et surtout, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la catégorie des super lourds. Donc vraiment des très hauts poids. Mais il était voilà, il était moins imposant. Il était beaucoup plus svelte et puis il a pris du poids en devenant un peu plus autonome à l'entraînement. En 1970, il est le premier homme à réaliser un épaulé jeté de plus de 227 kg. Imaginez, hein, il fait un épaulé jeté à 227 kg en compétition, marquant le début de ses 80 records du monde établis entre 1970 et 1977. Il a dominé donc les championnats du monde, les championnats d'Europe pendant 8 ans. Il fut le premier à totaliser plus de 600 kilos dans le triple événement. Donc en gros, c'est une sorte de triptyque. Olympisme, championnat du monde, championnat d'Europe. Il soulevait à chaque fois plus de 200 kilos. Et son aspiration à soulever 272 kilos fut entravée par l'âge, du fait de sa stratégie d'augmentation graduelle des records. Parce qu'en fait, voilà, c'est comme le saut à la perche. On essaye d'y aller progressivement pour battre des records du monde progressivement. Il voulait viser 272 kilos, mais il n'a pas pu. Il faut savoir qu'aux Jeux olympiques de Moscou, donc chez lui, en 1980,
Ce fut décevant puisqu'il s'est retiré de la compétition après avoir échoué à soulever son poids d'ouverture à l'arraché, ce qui était quand même... voilà, je pense qu'il y avait deuil national à ce moment-là. Non, Et mais après sa carrière, il devint pour quelqu'un débutant. qui a commencé quand même en 1972, enfin, ouais, qui a commencé 70, sa ouais. carrière olympique en 72, En arrivé en 72, ouais. 80, ouais. Bien sûr. Grosse carrière. Après, c'est chez lui, c'est ça qui est compliqué. Voilà. Après sa carrière, il est donc devenu député en 1987. Entraîneur d'haltérophilie entre 90 et 92. Maintenant, son équipe a 10 médailles aux Jeux Olympiques d'été en 1992. C'est fou, hein. C'est fort. Il est malheureusement décédé en 2011 à 69 ans. Et bien sûr, ce jour-là, c'était deuil national, pleuré par toute la fédération russe. Et surtout, on parlait de statue. 3 ans plus tard, ils lui ont élevé une statue dans sa petite ville de résidence à côté de Rostov, donc au sud de la Russie. Donc oui, il a sa statue. On est raccord. Exactement. Et Alexeyev a laissé un héritage donc considérable. Il y a des chansons sur lui, il y a des Oui, il y a distinctions une un peu. chanson. Il y a la chanson de l'haltérophile. On en parlera aussi un petit peu dans la partie pop culture, justement. Je pense que l'archétype du haltérophile russe, grimé enfin en tout cas joué, parodié par Michel Courtemanche, si vous connaissez un petit peu ce comique québécois. Je pense que Alexeyev y est pour beaucoup, oui, il y a moyen. C'est lui, Alexeyev, hein, ce colosse. En 1975, et surtout, c'est quelqu'un qui, du coup, il y a des distinctions en haltérophilie à son nom. Et comme tu Ouais. l'as dit, il y a un monument qui est dédié rien qu'à lui. Reconnu comme le meilleur sportif du XXe siècle en Grèce en 1999, il a reçu aussi de multiples décorations par les présidents russes, enfin les présidents soviétiques, pardon. Et a été intronisé au Hall of Fame de la IWF en 1993. Voilà. C'était donc Vassil. Alors, on va juste voir un petit. C'est un épaulé jeté, je crois. Ouais, c'est un épaulé jeté. C'est un épaulé jeté. Ouais. Donc voilà. Rien que le poids des trucs sur les côtés, ça tord la barre là. C'est toujours incroyable à voir. Ouais, rester quelques secondes comme Tu ça. te dis, mais elle va se casser, Ouais, cette c'est barre. ça, elle va se casser. Pas du tout. C'est incroyable. Tu veux parler d'un autre athlète avant que je parle de mon athlète au féminin? Alors moi, je vais faire un prix de gros dans ce cas-là. Vas-y. Si vous voulez, effectivement, si vous voulez vraiment les champions des champions, vous avez Alexeyev d'un côté et vous avez Pyrrhos Dimas de l'autre. Pyrrhos Dimas, c'est un Grec né en Albanie, donc minorité grecque d'Albanie, et il a représenté, lui, la Grèce à partir d'une époque où justement les frontières venaient à peine de s'ouvrir. Donc il a passé littéralement la frontière à ce moment-là, au moment où en fait c'était même pas encore vraiment possible. Il a quand même remporté 3 médailles d'or en moins de 83 D'accord. kilos, 82,5 pour la première, 92, 96 et 2000. En bronze ensuite en 2004, c'est pour vous dire la carrière qu'il a quand même, 3 médailles d'or, une de bronze, triple champion du monde également, vainqueur de l'Euro, etc., etc. Et même chez les jeunes d'ailleurs aussi, les Jeux méditerranéens. Et ensuite, lui, il est devenu, alors vraiment pour le coup, on est sur les recordman, c'est l'un des recordman, sinon le recordman de médailles aux Jeux Olympiques. D'accord. Alexeyev en a plus en championnat du monde. Et ensuite, lui est devenu député. Député du Parti socialiste, du PASOK, donc en Grèce. Et on parle de députés, on va faire encore mieux, puisqu'on a même carrément des gens qui ont été, si tu veux, médaillés à des Jeux, alors pas forcément olympiques, mais qui sont devenus présidents de leur pays. Parce que la Pyrrhos Dimas, légende parmi les légendes qui est devenue député, c'est déjà bien. Mais on peut aller plus loin avec notamment Nauru. Il faut savoir un truc, c'est que dans pas mal d'îles du Pacifique, pas toutes, mais surtout Polynésie et Mélanésie, c'est une vraie, il y a un vrai intérêt, il y a un vrai amour de ces gens-là pour l'haltérophilie. Et il y a certains pays d'ailleurs qui, alors, mettent des fois un coureur, mettent des fois un nageur dans leur délégation aux Jeux Olympiques, mais il y a toujours un haltérophile. Et souvent, d'ailleurs, c'est la meilleure chance de médaille. Pas forcément aux Jeux Olympiques, mais notamment aux Jeux du Commonwealth, par exemple, avec notamment Marcus Stephen. Marcus Stephen, il est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 7, en réalité, sur ces 7 médailles, on va en compter surtout 3 grosses médailles,
3 grosses médailles et 7 au total si on compte justement les demi-médailles pour une pour l'arraché, une pour l'épaulé jeté, et cetera, et cetera. Donc ça lui fait 2 grosses médailles, non pas 3 mais 2 seulement, et 7 médailles en tout. Aux Jeux du Commonwealth, en 90, en 94, en 98 et aussi, des médailles d'argent, parce qu'il s'est enfin je veux dire c'est vraiment pour le coup l'ambassadeur, si j'ose dire, informel de cette petite île de Nauru dans les années 90. Bah, mieux que ça, lui s'est carrément fait élire, il a été président de Nauru de 2007 à 2011. Et c'est pareil aussi d'ailleurs pour celui qui l'a succédé. Alors lui, il était pas champion, lui, il a pas fait les Jeux du Commonwealth, enfin, il a en tout cas pas été médaillé aux Jeux du Commonwealth, mais celui qui l'a succédé, Spren Dabwido, est aussi un haltérophile de compétition et qui est devenu ensuite président donc de cette petite île perdue au milieu du Pacifique. Tu crois C'est que assez du fou. coup, les gens de Nauru, ils croient que pour devenir président d'un pays, il faut être haltérophile, tu crois? Après, la mode s'est arrêtée, on est plus allé sur du fils de diplomate ou du fils Oui, d'administrateur, on est oui. plus sur des trucs plus Je classiques. blague, Voilà. mais on aurait pu croire, hein, tu sais, à un moment, tu fais ah, tiens, un Ah autre. ouais, clairement. Tiens, un autre. Clairement, ouais, mais vraiment quoi. Mm. Si, il y en a un qui a été député également. Parmi les légendes des légendes, on peut citer bah, évidemment Naïm Souleymane. Naïm Souleymane, c'est encore plus hardcore en termes de minorité que Pyros Dimas. Pyros Dimas était, je le disais, un grec, mais qui est né en Albanie et qui a passé la frontière au moment justement de la fin de la guerre froide. Souleymane, lui, c'est carrément pendant la guerre froide. Il s'est retrouvé, lui, d'origine turque, mais né en Bulgarie. Il était dans les équipes de jeunes donc d'haltérophilie bulgare. Tu me disais la Bulgarie, en plus de ça, l'une des grandes forces motrices de l'haltérophilie à l'après-guerre et même durant toute la guerre froide. Et ben, il se trouve qu'en Bulgarie, dans les années 80, en fait, il s'est passé un truc, c'est que le gouvernement a décidé que tout le monde porterait un nom bulgare, même ceux qui ne le sont pas. Et donc, de Souleymane, il a été obligé de se faire appeler, enfin, en tout cas, on lui a changé de force son état civil, en Shalmanov, qui est la traduction en bulgare. Et bah, du coup, lui, ça lui allait pas. Et il a passé la frontière, c'est-à-dire qu'en fait, il a été dissident politique, réellement. Il s'est caché, en fait, même dans divers endroits pour pouvoir arriver jusqu'en Turquie. Et arrivé en Turquie, bah, du coup, la Turquie lui a dit bah, viens rejoindre notre équipe nationale d'haltérophilie. Alors évidemment, il y a eu un incident diplomatique par rapport à ça, parce que Évidemment. c'était l'un des plus grands espoirs bulgares de l'époque. Mm. La Turquie a même carrément dû payer en fait pour le changement de Ça a nationalité, été, ouais. payer en millions, hein, faut pas déconner non Oui, plus. oui. C'était une histoire de gros sous. Mais derrière, par contre, il a apporté à la Turquie un palmarès absolument fou. 3 médailles d'or à Séoul, à Barcelone, à Atlanta et 5 championnats du monde. Enfin, c'est le Hercule de poche, puisque c'était son surnom. Et moi, à titre perso, il y avait effectivement certaines chaînes pour jeunes, l'ancêtre de Gulli qui était Canal J par exemple, où il y avait des reportages, notamment des documentaires sur certaines légendes du sport. Mm. Il y avait un documentaire sur Pelé par exemple, un autre Mm. sur Yannick Noah, etc. Et il y en avait un sur Naïm Souleymane. Et du coup, bah, moi, ça m'est resté effectivement. Et pour moi, le Hercule de poche restera toujours, d'une certaine façon, le représentant, en tout cas mentalement pour moi, de l'haltérophilie, quelle que soit l'époque. Il est décédé, hein, Souleymane, en 2017 à 50 ans. Mm. Parfait. Ah là là, une légende aussi, lui aussi. Et donc, on va Mm. parler un peu de femmes haltérophiles et on va parler Oui, d'une jeune femme qui est de Taïwan, en fait, et qui s'appelle Kuo Xingjun et qui est une des athlètes les plus impressionnantes puisqu'elle s'est lancée, en fait, dans l'haltérophilie. Je vous laissais juste des images donc, d'une compétition qu'elle a participé. Dont elle a participé. Elle est née en 1993 sur l'île de Taïwan et s'est lancée dans l'haltérophilie durant son adolescence, après avoir pratiqué en fait plusieurs sports. Elle a testé pas mal de sports différents. Euh, Elle s'est surtout distinguée au lycée avec justement des réussites dès les catégories de lycée. Sa carrière olympique débute en 2012, elle se classe sixième dans la catégorie des 58 kilos. Et dès les Jeux suivants de 2016, au Brésil, à Rio. Elle remporte le bronze dans la même catégorie. Et en 2021, Ko décroche l'or à Tokyo, battant 3 records olympiques dans la catégorie des 59 kilos.
Et au niveau mondial, après un succès en 2013, elle continue de briller, notamment en 2015, malgré une année difficile marquée par une blessure. Et en 2017, elle a une victoire mémorable au championnat du monde avant de battre des records en la même année aux Universiades d'été de 2017. Les Jeux universitaires, les fameux. Exactement. L'année 2018 marque un tournant pour elle, puisque avec la réorganisation des catégories par l'IWF, Kuo établit 4 nouveaux records mondiaux dans la nouvelle catégorie des 59 kilos. En fait, c'est le fait de réorganiser, ça lui a permis de battre des records du monde. Parce que, du coup, Alors que voilà, d'habitude, ce serait plutôt l'inverse. c'est ça. Mm. Toutes les cartes sont Tout est rebattues. rebrassé, ouais. En 2019, l'année suivante, elle bat 2 de ses propres records mondiaux et continue de dominer les championnats du monde en 2021, 2022, ainsi qu'en 2023 où elle remporte l'argent. Et malgré une blessure avant les Jeux asiatiques de 2014, elle se classe quand même quatrième de ces Jeux asiatiques avec une blessure, ce qui est quand même assez fou. Mm. Bien sûr, porte-drapeau de Taïwan avec un tel palmarès, pardon. En 2018, porte-drapeau pour Taïwan, elle décroche l'or malgré un incident technique lors de sa tentative de record du monde. Voilà, et globalement, elle est une des athlètes les plus impressionnantes de son pays, en Taïwan. Et en gros, à elle toute seule, elle a ramené plus de la moitié des médailles de Taïwan au niveau haltérophile. Donc, voilà. Et on peut voir dans les images que c'est plutôt une athlète, effectivement, extrêmement proportionnelle, avec vraiment une force physique hors du commun. C'est vraiment assez incroyable. Mm. J'avoue. Donc, athlète à suivre. Et oui, parce qu'elle sera potentiellement aux Jeux de Paris, hein, bien évidemment. Voilà, on a fait le tour, mais en tout Attends. cas... Oui, tu avais Ah autre non, chose, on n'a pas fait dis-moi. le tour. Ah, Puisque tu dis-moi. me parles de l'athlète à suivre cette année, Hum, on a un athlète aussi à suivre encore aujourd'hui. Le numéro 1 mondial, j'ai presque envie de dire le LeBron James d'une certaine façon de l'haltérophilie, puisque vraiment il truste tous les titres en ce moment. Et c'est vraiment l'athlète, à mon avis, à voir à Paris, alors que ce soit en vrai ou que ce soit à la télé. Je pense que s'il y a un mec, alors pour le coup, s'il y a une miss à voir, évidemment, c'est ton athlète à toi. Moi, s'il y en a un à voir, effectivement, ça va être Lasha Talakadze. Lasha Talakadze, il a déjà 2 médailles d'or à son actif, Rio et Tokyo, en plus de 105 kilos, enfin plus de 109 kilos maintenant aujourd'hui. Et il roule sur les championnats du monde en super lourd depuis 2015. C'est complètement fou. hum, Donc, d'une certaine façon, ça va être son triplé. Faudrait, enfin, il est à, bah ouais, en fait, il est parti pour égaler justement Pyros Dimas là pour le coup. hum, hum. Donc on a peut-être une page d'histoire effectivement qui va s'écrire à nouveau durant ces Jeux de Paris. Et oui. Ouais, il faudra suivre l'haltérophilie aux Jeux de Paris. Il y aura, je pense, pas mal de choses intéressantes à regarder si vous voulez découvrir l'haltérophilie. Alors par contre, est-ce qu'on a des chances? Alors pour le coup, la vraie question c'est est-ce qu'on a des chances françaises pour faire? J'imagine la transition avec ta rubrique suivante. Est-ce qu'on a des chances françaises? Eh ben, pas beaucoup. Pas On a énormément. alors, on en a une, justement dans la même catégorie justement que ta petite taïwanaise. On a Dora Chakunte qui a fait quand même l'argent, qui a réalisé l'argent à l'Euro cette année, là en début d'année, qui avait lieu en Bulgarie. Hum, S'il y a une athlète effectivement peut-être à suivre, c'est bien elle, du coup, qui a donc été, qui a fait, qui a réalisé la meilleure performance française donc de cet Euro en début d'année. hum. Ok, bon, donc il y aura peut-être une chance de médaille, hein, sachant que je vous l'ai dit, il y a 5 catégories aux Jeux Olympiques. Donc peut-être qu'au moins sur une des catégories, on peut avoir une chance. Ce serait déjà pas mal, hein, ce serait déjà énorme d'avoir déjà une médaille. Ça serait super. Est-ce que je peux du coup, Damien, faire la transition vers où Go! peut-on voir ce sport en streaming ou à la télé? Parce qu'il va falloir parler des deux en même temps. Alors à la télé, ça va être compliqué. J'ai cherché un peu, mais pour le coup, j'ai pas vu de chaîne de télé qui retransmettait l'haltérophilie. Ici, Eurosport, comme d'habitude, à une époque, retransmettait un peu tout, mais c'est fini aujourd'hui. Par contre, il y a des chaînes YouTube. Donc, bien sûr, une des chaînes YouTube qui retransmet, c'est la chaîne officielle de l'International Weightlifting Federation. Donc, c'est
la Fédération internationale avec des en direct. Hein, on a des en direct qui sont retransmis il y a 3 mois. Donc, il y a eu le Grand Prix de Doha au Qatar. Donc, il y a des compétitions qui sont retransmises par la Fédération internationale avec différentes épreuves qui sont retransmises en direct. Et puis, bien sûr, des vidéos qui font les best-of, les faits saillants, comme on dirait. L'effet saillant, ouais, Les c'est faits ça. saillants des championnats du monde. Ici, notamment, il y a 6 mois, les championnats du monde IWF. Et il y a également la Fédération française d'haltérophilie et de musculation qui également fait des vidéos, retransmet les différentes compétitions d'haltérophilie, donc avec la section en direct. On a les championnats de France élite et on a les différentes épreuves du championnat de France élite qui sont classifiées ici. Voilà, mais sinon, pour en voir comme ça, c'est pas si facile que ça de voir ces choses-là en direct. Donc ça va assez vite. Ensuite, l'autre question qu'on peut se poser, Damien, c'est où on peut pratiquer l'haltérophilie en Il y France? a, il y a une fédération. Est-ce qu'ils ont une carte interactive comme beaucoup d'autres fédérations, justement? Alors oui, il y a une carte interactive. Le problème, c'est qu'il marche pas très bien. Ah, mince. Donc tu vois, j'essaie de le faire là. Et le problème, c'est que tu vois, quand je suis allé faire mes recherches, la carte ne s'affichait pas. Et là, tu vois, ah, c'est bon, c'est revenu. Mais globalement, la carte ne s'affiche pas bien. Là, il y avait une erreur sur la page. Et tu vois que globalement, c'est. Voilà, c'est ça. La carte ne s'affiche pas. Et tu as par contre la liste des clubs par région. Hein. Donc tu as les régions ici métropole, tu as les dom-tom. Et tu as donc la liste des clubs. Donc tu as des clubs en Auvergne-Rhône-Alpes, un peu partout. Grenoble, Brignais, Villefranche, Anse, L'Arbrel, Aubenas, Annonay, Clermont-Ferrand, voilà, donc il y en a en velin. Donc dans la région lyonnaise, il y en a un petit nombre à droite à Ça, gauche. c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément quelque chose de. Enfin, on n'a pas de souci pour trouver un club, quoi, ceci dit. Trouver un club, non. Après, est-ce que c'est un club qui va t'amener vers du compétitif? C'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut aller un peu plus dans le détail pour savoir lesquels font partie, je mets des guillemets, de clubs élites, c'est-à-dire de ceux qui font plutôt du compétitif. Ou Mais encore du, une fois, je trouve le ou site. du loisir, hein, voilà, aussi, hein, Alors, vous pouvez simplement. faire en loisir partout dans les clubs qui sont listés là, hein, ça, c'est pas un problème. Mm. Mais par contre, le site est pour moi vraiment un de ceux où c'est pas super bien fait. Euh, Ah ouais. Vraiment des bugs de partout dans le site et ça foire un tout petit peu. Je vais aller sur la page Facebook, tiens, peut-être qu'on peut aller voir Et ça c'est un dans les connaisseur partages. qui vous dit ça, hein, donc Ouais. c'est pas simplement un simple visiteur, c'est quelqu'un qui s'y Mm. connaît en choses de ce genre. Donc voilà, mais oui, alors il y a des choses, il y a des trucs qui existent sur la page Facebook, par exemple, où ça reprend en gros, je pense, les informations et les vidéos sur la chaîne YouTube. Mais et globalement, le site web qui doit permettre normalement d'en savoir plus sur les clubs et tout comme ça, c'est pas très bien fait, tu vois. C'est un peu. Ça bug pas mal, quoi. Tu vois, j'arrive pas à Ok. cliquer en haut, par exemple. Je peux pas accéder au menu, donc Ah, c'est un mince. peu dommage. Ouais, ouais, ça bug un peu partout. C'est un peu dommage. Voilà pour le fait de pratiquer ce sport. Sachez qu'effectivement, si vous cherchez un bien, vous pouvez pratiquer vraiment partout. C'est pas très compliqué. Mais après, tout dépend si vous souhaitez viser le compétitif ou le loisir. Voilà pour la partie où pratiquer et où voir ce sport en France. Damien, je te propose d'aller vers la dernière section de notre épisode d'aujourd'hui, vers les références connues d'haltérophilie en pop culture. Je te l'ai dit en début d'émission, il y a beaucoup de références. C'est pas trop compliqué, oui, c'est Non, sûr. c'est pas le genre de truc qui manque, puisque l'haltérophilie fait partie un peu de cette culture. Enfin, ça fait partie, un des aspects. On va plutôt parler plutôt d'ailleurs de culturisme aux États-Unis, par exemple, où il y a eu beaucoup de développement comme ça. Et puis des Voilà. séries télé, des films qui essaient de représenter des gens qui sont un peu musclés, un peu. Voilà, qui ont des muscles. En général, ils font du culturisme, ils font de la musculation et ils font de l'haltérophilie. Donc, globalement. Oui, mais l'haltérophilie est rarement le sujet principal quand même de Oui, ces. tout à fait. L'haltérophilie est rarement le sujet lui-même, même si on a des... étend un tout petit peu vers tout ce qui est musculation. Et d'ailleurs, tu remarques que la Fédération française d'haltérophilie s'appelle Fédération française d'haltérophilie de musculation, donc ils les Oui, intègrent cela. Bah, du coup, ça intègre quand même cette... Enfin, il faut quand même prendre en compte la musculation quand tu parles de pop culture. Il faut savoir qu'il y a... parce que nous, on est fans d'anime et de manga, cher Damien,
Il faut savoir qu'il y a une série qui est dédiée à ça, Oui, oui, oui. qui s'appelle en japonais Dumbbell Nan Kilomoteru. Donc en français, ça serait quel poids tu peux soulever avec tes haltères. Hein, c'est ça la traduction en lui-même. Et je Alter, peux quel pas poids vous mettre le peux-tu soulever? générique, parce que je sens qu'on se fait slaguer si je le fous ça sur YouTube, voire même sur Twitch. Je vais vous montrer les images pour vous montrer que c'est une série complètement loufoque où tu as une héroïne qui s'appelle Ibiki Sakura, qui est une lycéenne qui adore manger, mais du coup, cette habitude lui fait prendre du poids, hein, globalement. Et sa meilleure amie, donc, en voyant ce goinfrer une énième fois, lui a demandé si elle avait pas grossi récemment. Ça la vexe. Et du coup, elle se Ah, décide de faire un régime. Mais bon, sachant que ça suffit pas de faire un régime pour perdre du pois, cette dernière finit par se rendre à contre-cœur dans la nouvelle salle de sport qui est ouverte dans son quartier, le Silverman Gym. Et elle découvre Akemi Soryuin, la présidente du bureau des élèves de son école, qui est là-bas pour une toute autre raison dans ce club. Et d'ailleurs, elle rencontre également Naruto Makio. Naruto Makio, c'est les muscles que vous voyez dans le générique. Hein. C'est le peps que vous voyez. C'est l'un des entraîneurs de la salle et elle tombe bien sûr évidemment amoureuse de lui, hein, évidemment, et s'inscrit dans la salle. Et ce personnage est assez fou parce qu'il a, il a mis un visage super mignon en haut, mais par contre, il a un corps de culturiste de ouf. Donc oui. voilà, donc c'est vraiment un animé qui, effectivement, parce que moi je l'ai vu cet animé, c'est un animé effectivement qui parle de culturisme et qui surtout qui présente des exercices, qui présente à quoi servent les appareils, comment faire Alors ça en toute voilà. sécurité, comment soulever correctement les haltères. Enfin, ça présente vraiment de manière assez ludique et pédagogique la manière de faire de la muscu et des choses comme ça. Donc c'est vraiment un animé qui, bon, l'histoire, voilà, c'est pas l'histoire qui est importante. Mais par contre, si vous voulez un peu découvrir l'haltérophilie et surtout la musculation de manière ludique, c'est Hmm. plutôt pas mal. Sachant que, cerise sur le gâteau, le générique est chanté par... attendez voir. Par un culturiste, voilà, justement, Ah c'était oui. ça. Ouais. Ça, c'est... Oui, c'est vrai, t'as On avait raison. passé, C'est vrai, t'as on raison. avait passé une reprise de ça, en plus, dans l'émission, dans Muteki, notre émission sur le Japon. Mais oui, effectivement, on avait parlé déjà de cet animé, Dumbbell Nankilo Motelu. Exactement. Alors, il faut savoir ensuite, si on part sur les films et tout comme ça, bon, il y a plein de choses. Donc, bien sûr, il faut citer Pumping Iron en 1977, qui a vu l'apparition pour la première fois à l'écran d'Arnold Schwarzenegger, un des symboles, si ce n'est le symbole, des acteurs culturistes et qui est devenu ensuite plus tard Terminator. Enfin, plein de personnages qui ont utilisé son image voilà, de musculeux. Mais tu verras, De bah, force. tu noteras que c'est à chaque fois de la muscu et pas de Bien sûr, l'haltérophilie olympique. bien sûr. C'est pas les mêmes corps au final Non, d'ailleurs. non, mais finalement, quand même, c'est proche. C'est quand même assez proche. Alors on est d'accord que c'est proche, mais on, encore une fois, on n'a pas les mêmes corpulents, c'est-à-dire que Non. les corps sont affûtés pour des choses différentes. Mm, Voilà. tout à fait. Ensuite, on a The Office aussi, qui est un épisode mémorable avec deux personnages qui s'installent en salle de muscu dans le bureau. Ils s'installent une salle de muscu dans le bureau pour Qu'est-ce qu'ils encourager ont pas ses essayé collègues de à faire? devenir plus forts physiquement. Et puis finalement, ils ont tellement de crampes qu'ils ne peuvent même pas aller voir leur patron quand il les appelle. Donc ça, c'est un épisode qui était assez Voilà. marquant à l'époque. Et puis, il y a quand même une notion de musculation, peut-être pas d'haltérophilie encore une fois, mais de musculation dans Final Fantasy VII Remake et Rebirth, où à un moment, il faut faire des épreuves de... alors pas d'haltérophilie, mais voilà, de monter comme ça dans Remake, dans un Hmm. gymnase avec des culturistes de partout, des gens qui font Oui, de la bon. musculation de partout, et c'est qui fait ces épreuves? Non, c'est pas Cloud, c'est Tifa. Il Bah, fait ces Tifa, c'est épreuves. celle qui combat. Donc C'est surtout voilà. celle qui est ultra. Enfin, effectivement, elle est plus. Ça veut tenter d'expliquer pourquoi elle est super forte en faisant que Non, utiliser mais son serpent. je veux dire, c'est son métier, hein, C'est son style de voilà. combat qui fait que pour expliquer ça, il faut expliquer, bah oui, elle fait de la muscu, en fait. Elle fait tout ça Voilà. pour pouvoir être Elle super est forte avec ses lutteuse. points. Elle est Voilà, c'est quand lutteuse, même pas pour rien. exactement. Exactement. C'est une monk, si on devait faire une classe pour les RPG. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça finalement. Et toi, tu nous as Eh ben, proposé une pour faire la mini-sélection. transition, Ouais, une eh ben mini-sélection. ouais, on va peut-être passer un petit courte manche alors dans ce cas. Ah, bah tiens, bah, je peux Et pas parce mettre le que son, je peux pas mettre le son, hein, mais non, effectivement, mais ça c'est pas grave. Parce que l'avantage de courte manche, c'est que ça va avec toutes les langues en fait. c'est vrai. Donc Donc on voilà, a le cette sketch, ouais, le sketch de l'haltérophile. le sketch de l'haltérophile. Alors ça c'est vraiment la vieille version du sketch, donc en 87 au festival Juste pour rire. De toute façon c'est sur la vidéo, hein, vous Mm. avez cherché courte manche haltérophile, vous avez ça.
Et l'haltérophile, d'ailleurs, à ce moment-là, l'haltérophile n'est pas encore soviétique. C'est assez amusant parce que du coup, dans les versions ultérieures, parce il a développé ses personnages année après année, donc il a rajouté des gags, il a rajouté des gimmicks année après année. Mais on a ensuite un haltérophile qui devient de plus en plus russophone, enfin russophone, on comprend pas grand-chose lui non plus. Non. Mais voilà, on a un début d'épaulé jeté. Enfin, on a ça c'est l'arraché Non, c'est justement. Là. l'arraché. Alors attends. Oh là là, il va le rattraper. Ouf. Voilà. Donc on a vraiment toute la parodie, mais qui est quand même assez bien écrit en Ouais. fait. On retrouve quand même les standards d'une épreuve olympique. C'est ça. C'est-à-dire que il va d'abord commencer son sketch avec l'arraché, et ensuite il fait l'épaulé jeté. Alors évidemment, bien entendu, il s'amuse avec, mais, Oui. mais le principe est que il a quand même regardé comment ça se faisait avant de faire son sketch. Donc c'est Tout à fidèle fait. en fait. Ouais, c'est fidèle aux techniques de épauler jeté, d'arracher. Ouais, c'est vraiment fidèle, quoi. Il y a un gros travail de Ah oui, gestuelle oui. à Bah, l'époque, globalement, effectivement. avec lui, c'est vrai que Courtemanche, c'est quand même un gros travail comme tu dis, de gestuelle Alors, et de d'étude rythme. de la gestuelle, parce que Oui. courte manche, c'est la gestuelle Mm. incarnée, si j'ose dire. Il n'a pas besoin de mots, si tu veux. Mm. Mais par contre, visiblement, il s'est beaucoup renseigné. En tout cas, si c'est pas beaucoup renseigné, dans ce cas-là, il a vite appris. Mais il y a vraiment, vraiment, il arrive à cerner ce genre de choses. Et voilà, je pense que finalement, c'est une belle parodie. Une parodie quand même, faut pas déconner. Oui, Mais c'est une une belle parodie, parodie. moi, je trouve, de l'haltérophilie. Ouais, tu as bien raison, tu as raison. C'est vraiment une parodie. Et il y a des jeux ou pas, Damien? Non, non, il y a pas de non, mais en fait, non, on va pas se voiler la face. C'est comme pour le tir à l'arc, on ne peut pas faire de jeu uniquement sur cette épreuve-là. Par contre, évidemment, vous vous en doutez bien, c'est comme l'Inexplain, quand on n'a pas de jeu, eh ben, on a les jeux olympiques, en tout cas les jeux officiels des jeux olympiques. Et évidemment, là, il y en a. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est carrément de prendre la petite compilation que je t'ai trouvée. Il y a des compilations qui existent sur Internet, hein, des gens qui se sont amusés à faire ça. Celle-ci, Capcom 92, sur la NES, il se trouve que j'ai joué 2 secondes, pas à cette épreuve-là, mais à d'autres. Mm. Mais il y a fort longtemps, là, pour le coup. Et à partir de ce moment-là, il y a toujours, d'une certaine façon, une épreuve d'haltérophilie. Alors, des fois bien faite, des fois moins bien faite, des fois jolie, des fois moins jolie. Là, pour le coup, on est vraiment dans les années 90. Mm. Et plus on va aller, celle-ci peut-être est la plus, voilà, celle que tu as là à l'écran est peut-être la plus fidèle, dans le sens où ça fait faire 3 mouvements aussi, nous-mêmes, manette en main, différents. C'est-à-dire qu'on a d'abord une épreuve de boutons à pousser le plus vite possible. Ensuite, on a une épreuve de timing où il faut donc donner tout de suite, enfin appuyer au bon moment. Et on a une troisième épreuve aussi à nouveau de boutons massacrés dans un temps record. Donc finalement, sur le principe, c'est une bonne, comment dire, adaptation, si j'ose dire, à ces différents mouvements, même si bah, du coup c'est globalement impossible de reproduire ce genre de choses, qu'on ne peut pas ressentir, si tu veux, Ouais, ou le sinon, poids ça ferait un peu forcément. d'accidents, pas mal d'accidents sur les consoles, là, si. Ça Donc reprend quand exactement. t'es game, oh, ça c'est mort ça par contre. Quand t'es game maker, par contre, ce qui va être important, ça va être surtout de pouvoir, ou pas d'ailleurs, ça dépend. Ça va être surtout, si tu veux faire un bon jeu, de faire plusieurs mouvements, plusieurs mini-épreuves au sein de ce mini-jeu, histoire de rendre compte de la complexité de la chose. Voilà. Mm. Et Et ouais. là, on vient de le voir aussi, il faut appuyer sur le bouton, ensuite sur les gâchettes LR, etc., etc. Non, là, pour le coup, c'est pas trop mal rendu, en tout cas dans le cadre des jeux officiels des JO. Je vois. Et quand il y a les JO, ben, il y a toujours Mario et Sonic, bien sûr. Évidemment. Alors, celle-ci, elle est exclusive à la version 3DS de D'accord. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de 2012, D'accord. où en fait, ben là, en fait, tout ce que je viens de dire, vous l'oubliez, il faut juste crier. Faut juste crier au bon moment. Enfin, Hein? crier au bon moment. Tu fais, en fait, voilà. Non, mais vous venez de le voir à l'écran, vous calibrez le micro et vous faites «Ah!»
Voilà, et c'est à peu près tout ce qu'il faut faire, quoi. Voilà, c'est vraiment Ouais, le. c'est un Super Saiyan, hein, maintenant. Ouais, il y a un peu de ça. Bon, je comprends que ça n'ait été adapté que sur la version 3DS, parce que Mm. le gameplay est relativement limité. Ouais, bah, évidemment. Évidemment. Et tu avais un dernier jeu, je crois, à proposer. Oui, alors un truc complètement fou. Oui, un insolite, on pourrait dire ça comme ça. Alors Dans vous cherchez. l'insolite. Non C'est mais un faites juste une recherche Google, c'est pas compliqué, hein, celui-ci, j'ai vraiment pas passé 3/4 d'heure à le chercher. Lift It, qui est alors, qui nous est présenté comme le premier jeu, centré sur l'haltérophilie, ce qui est pas vrai. Et en fait, c'est un jeu, un peu fauché, sorti quoi? En 2019, je crois, quelque chose comme ça, qui est toujours sur, Steam, hein, il est toujours dispo sur, Steam. C'est un jeu un peu fauché, hein, vous voyez Mm. les graphismes, c'est quand même pas Non. folichon. On a des salles qui sont bien vides dans les salles de sport. Mm. Et en fait, le but est d'essayer de conquérir toutes les salles de sport de la map. Donc de conquérir les salles de sport en faisant de l'haltérophilie. L'haltérophilie, évidemment, te fait gagner des stats. Mais une fois que tu as des stats, eh ben, tu passes à toute autre chose, et notamment à des phases de combat où tu vas conquérir, arme à la main, les salles de sport de ta ville ou de ta région. Donc au final, ce qui commence comme une sorte de petit délire un peu à la Ksoge, comme on appelle ça au Japon, ou Bakage, comme on appelle ça au Japon. C'est-à-dire Ksoge, ça veut dire jeu de merde, mais Bakage, ça veut dire jeu, jeu taré. Enfin, on pourrait c'est jeu débile, hein, techniquement, Bakage, mais on pourrait traduire ça aussi par jeu taré. Donc vous avez des concepts complètement fous, mais comme il n'y a pas beaucoup de budget et que c'est un peu fauché, des fois, le concept fait que les gens trouvent ça marrant, et il y a quelques clients pour ces jeux-là qui sont un peu des nanars vidéoludiques, mais Ouais, des c'est ça. nanars sincères pour le coup. Et là, on est plus sur quelque chose qui est vraiment parti sur du conceptuel. En tout cas, le peu que j'en ai vu, déjà, me fait pas envie, Non, c'est clair. graphiquement parlant. Mais si c'était que ça, c'est-à-dire qu'après, on passe visiblement à un truc où l'haltérophilie, On l'oublie, hein. bah, on l'oublie en fait. Oui, Donc complètement, oui. même ça, le fait de vous montrer ce jeu, c'est presque du hors-sujet d'une certaine façon. En Parce qu'on fait. commence par ça, mais après, ben, c'est presque. Enfin, vous voyez voilà, la manière dont il se déplace, c'est presque du Minecraft Mm. en mode pantin, mais au lieu d'avoir des gros pixels, on a un personnage looké à la PlayStation 1, quoi. C'est ça. Exactement. C'est un peu l'impression que j'ai eue et j'ai essayé de faire des fast-forward, donc un peu d'accélérer. Ouais, Effectivement, ouais. on n'est plus du tout dans le top oui, après, hein. On a des couteaux, on va sur des îles de zombies. Enfin voilà. Donc Partir. c'est pas forcément ça que je vous recommanderais là, c'est juste pour dire, bah C'est pour tiens, la ça déconne. existe, ça C'est pour la commence par déconne. l'haltérophilie, mais après ça dévie trop, ça Mm. dévie trop vite. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'en tout cas pour cet épisode, ça vous a plu de découvrir l'haltérophilie, de découvrir bah, que c'est un sport. Alors, on voulait pas non plus parler des scandales, puisqu'il y a eu aussi pas mal de scandales autour de l'haltérophilie à une certaine époque. On voulait pas s'éterniser là-dessus, on a plutôt voulu raconter des athlètes, des histoires plutôt positives autour de l'haltérophilie. Mais bon, si vous intéressez un peu à ce sport, vous ne pourrez pas à un moment ne pas entendre parler de scandales, de lutte d'influence au sein de la fédération. Mais voilà, l'idée c'est plutôt de découvrir le sport. Et donc voilà, vous avez Bah, normalement toutes les informations pour bah, en savoir plus et suivre l'haltérophilie aux Jeux Olympiques. Et donc avec ces fameux 3 tentatives à bien positionner, à bien gérer lors d'une épreuve d'haltérophilie. Et j'espère que ça vous a complètement plu. Damien, je te propose d'aller vers la dernière partie de notre émission qui est l'actualité sport des 2 dernières semaines. oui. Quand on parle d'actualité sport, je vais me permettre de commencer. On va parler de Formule 1. Oui, ça fait Ah, un certain temps que je n'en ai pas parlé. Et Formule 1, pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a 24 Grands Prix, on pourrait dire pourquoi Léo il se focalise sur celui-là, et notamment celui du week-end dernier. Eh bien, il y a eu un événement. Max Verstappen, pour ceux qui connaissent la Formule 1, n'a pas gagné, parce qu'il a ah, abandonné. il a Et abandonné, il ouais. faut savoir que Max Verstappen, la dernière fois qu'il a abandonné, c'était comme il y a longtemps, c'était en 2022, donc c'était il y a 2 ans, en Australie aussi. Voilà, c'est exactement au même La voix des endroit. séries. Oui, enfin des séries de tous les 2 ans, ça va, hein. Oui, bon bah, Ça va, quoi. Mais en tout cas, c'est un signe. Du coup, il y a plein de gens qui se disent c'est peut-être pas son année. Bon, en fait, on déconne un peu, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a un Grand Prix pardon, où Max Verstappen n'a pas remporté la première place. Du coup, c'est un doublé Ferrari, ce qui est aussi ultra rare. Parce que je crois qu'un doublé Ferrari, d'après ce qu'ils ont dit, ça date de 2019, je crois, ou 2020. Enfin, ça date d'il y a très longtemps.
Donc, ça remonte. Et donc, ce doublé Ferrari permet de faire remonter Carlos Sainz et Charles Leclerc, les deux pilotes, à quelques points, quelques encablures de Verstappen au championnat du monde. L'autre aspect que je voulais vous parler, c'est un petit, je dirais, petite polémique, si vous vous intéressez pas à la Formule 1, sur George Russell et Alonso. Donc, George Russell, c'est un jeune. Alonso, c'est plutôt un vieux. Il a plus de Oh, 40 ans et il fait encore de la Formule 1. bah, Et champion du monde quand même pour le coup, le garçon. Mais double champion du monde, effectivement. Et Alonso, en fait, semble-t-il, a fait une manœuvre. Alors, moi, je suis complètement sidéré. Et en fait, pour tout vous expliquer, ça a lieu à l'avant-dernier tour et George Russell voit que son adversaire a un virage, donc, pour être précis, c'est le virage 6. Et en fait, il ralentit bizarrement plus tôt que d'habitude, mais du coup, ça surprend un petit peu Russell qui se retrouve dans ce qu'on appelle le dirtière, donc l'air sale derrière la voiture, et du coup, il perd le contrôle de sa voiture. Et ce pauvre virage qui est assez mal foutu, il se cogne contre le mur, il se fait renvoyer au milieu de la piste sur le côté. Donc en gros, il est renversé sur le côté, ah ouais. en travers. Donc le problème, c'est que les deux dernières morts en Formule 2 et je crois en Formule 3, les deux dernières morts en catégorie de Formule internationale, on va dire, de course automobile, les deux morts ont été dans des accidents où une voiture rentrait dans l'autre sur le côté. Ah ouais. Donc, quand on écoute la radio de Russell, il est paniqué, il crie drapeau rouge, arrêtez la course, drapeau rouge, je suis complètement sur le côté, ça va pas. Et effectivement, quand on voit la voiture, ça va pas du tout. Bon, heureusement, plus de peur que de mal. Il n'y a pas eu d'accident, suraccident derrière cet accident. Mais du coup, les commissaires, bah, ils sont intéressés au cas d'Alonso et ils ont analysé la télémétrie pendant 4 heures. Ils ont analysé la télémétrie pendant 4 heures pour démontrer que Alonso, oui, il a fait un truc qui n'est pas habituel. Donc, on va le sanctionner. Donc, on lui met, je crois, 10 secondes dans la vue, ou 20 secondes même dans la vue. Ce qui est absolument ridicule. Et ça me rappelle un peu comme le foot où il y a certains. Alors, là, c'est les commissaires, mais ça me rappelle un peu les arbitres qui essaient un peu de participer au jeu, quoi. C'est-à-dire que d'essayer de se montrer à part des décisions arbitrales pour dire attendez, je suis là, parlez de moi, le match ne peut pas se faire sans moi. Et là, ça fait un peu pareil, c'est-à-dire, depuis le début de la saison, on ne voit que des décisions des commissaires qui me saoulent d'une force, mais je ne peux Après, pas Alonso, c'est aussi un petit peu pour l'ensemble de son œuvre, hein, parce qu'il est quand même pas connu pour être extrêmement, comment dire? Oui, Parce que il est pas souvent faire, c'est sûr. Mais il à un est voilà, moment... alors voilà, de ne pas être élégant dans le Hmm, combat, si ouais, j'ose ouais. dire. C'est ça qui Mais lui est mais souvent après, le reproché. problème, c'est qu'en sport automobile, si t'es pas un peu vicieux, tu réussis pas, quoi, hein. Faut pas se leurrer, hein. La, la, la... Je me souviens Sauf encore qu'il d'Alain y Prost a et de des Senna, coups vicieux alors, je me souviens encore sauf d'Alain Prost et de qu'Alonso Senna, où Prost envoie dans le mur, en oui, quasiment en tuant Senna complètement dans le Léo. truc. Donc, Simplement ça, c'est des choses qui ont été tout à fait assumées. Alors Senna, pour le coup, hmm. a complètement assumé de rentrer dans l'art Oui, à d'Alain l'inverse. À Prost. l'inverse, oui. À l'inverse, oui. Voilà. Sauf qu'Alonso, non, c'est du filoutage et Oui. c'est: «Ah, c'est pas moi». Non, c'est pas toi. Bah, bien sûr que si, que c'est toi. Assume-le, c'est-à-dire tu es un guerrier, tu es un filou, tu es en Formule 1. La Formule 1, ça, c'est sale. Et je, enfin, pour le coup là, c'est là où ça m'a toujours déçu de la part de Alonso, c'est que finalement en fait, quitte à jouer sale, autant l'assumer. Senna le faisait. Eh ben non. Oui, alors pour le coup, enfin encore une fois, sur ce cas particulier, je ne vais pas blâmer Alonso parce que pour le coup, en fait, le problème c'est que comme il y a eu l'accident, on a Non, mais analysé c'est minime par rapport à tout ce qu'il a fait précédemment. On est Oui, d'accord. oui, et puis surtout, Par c'est contre, pas je l'idée. te dis, c'est pour l'ensemble de son œuvre. Oui, pourquoi pas, mais c'est pas ça qui va changer son comportement, hein, enfin, faut l'avouer. Donc je trouve Ah ça un non, peu c'est pas à 40 dommage. piges passées qu'il va changer, regarde-nous. Bah, disons que passer de passer de 6e à 8e, ça n'a pas changé grand-chose, quoi. Donc globalement, voilà, c'est juste un peu débile, je trouve. Parce qu'en gros, s'il n'y a pas eu l'accident, on n'aurait jamais regardé la télémétrie, donc on n'aurait jamais vu la manœuvre de Alonso. Donc c'est vraiment un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, on verra dans 2 semaines, ça va être le Japon. J'ai une hâte, c'est de voir le Grand Prix. J'adore le Grand Prix du Japon. Déjà, j'adore le circuit. Et puis, il y a un Et c'est local, au hein. Japon d'ailleurs que Prost et Senna Oui, s'étaient oui, rentrés tout à dedans fait. Ouais, d'ailleurs. oui, 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 on s'en souvient bien, ouais, du premier virage, ouais. Le long rapide droit, ouais. On s'en souvient Moi encore. aussi, je m'en souviens bien parce que je le regardais à la télé ce Grand Prix. C'est ça. Et c'est vrai que ça reste quand même quelque chose de légendaire. Oui.
Et même gamin, tu comprends les enjeux de ça Mm. finalement. Et donc pour le Japon, il y aura un local, c'est Tsunoda, Yuki Tsunoda, hein, Logique, pilote ouais. pour, alors il faut l'appeler Racing Bull maintenant, la RB. Donc voilà. C'était tout, c'était juste pour dire ça parce que globalement, c'est un événement. Max Verstappen a gagné. C'est formidable. Et toi, est-ce que tu avais une actualité? Non, j'ai pas tellement Ok, d'actualité, juste pour dire que l'Olympique Lyonnais féminin vient de se qualifier. Aujourd'hui, là, pendant qu'on était en train de... d'accord. Enfin, juste avant qu'on commence cette émission, techniquement, je pense que le match était en train de se finir quand on a commencé, eh bien, c'est qualifié contre Benfica Lisbonne en demi-finale de la Ligue des champions féminines. Bravo à elle, ça vient juste d'arriver. Super, parfait, Damien. Eh bien, tu parlais de sport féminin, on va vous Pardon. teaser le prochain épisode. Ah, Et pour le prochain épisode, on va parler alors, d'un sport qui n'est pas obligatoirement pratiqué que par des femmes, mais globalement, il est quand même connu pour être un sport plutôt féminin. Voilà, faut se le dire. On va parler de sport de balle et eh notamment oui. de softball. Softball, effectivement. Sport olympique, mais sport olympique contrarié. Sporadique. Sporadique. Voilà. Sporadique. Mais on va en parler parce que c'est pas à Paris, mais c'est à Tokyo. Donc on va dire que Voilà, ça passe. sport olympique contrarié, sport olympique avec une, comment dire, une imagerie effectivement avant tout féminine, mais qui est pratiquée aussi Tu peux désormais être en aussi mixte, par hein. des hommes. Tu peux être en mixte. Bref, et qui surtout, sport de balle, qui est largement dans l'ombre du baseball, Ah le oui, grand bah, frère évidemment. évidemment, c'est normal. Évidemment. Mais je trouvais ça plutôt intéressant justement de parler spécifiquement de ce sport-là, sans parler de baseball. Là, le championnat de MLB a redémarré. Le baseball, hein. Ça tombe plutôt Certes. bien. Ça tombe plutôt bien. Mais c'est le début du commencement. Enfin, on parlera aussi du baseball, du softball, de clubs justement au-delà du baseball, de clubs, parce que certains, comme en France par exemple, proposent les deux sports et d'autres non. Mm, mm, mm. Exactement. Eh bien, Damien, on se retrouve dans 2 semaines pour parler de ça. Merci à tous d'avoir suivi cette émission qui était dédiée à l'haltérophilie. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur la chaîne YouTube des Capsules de Sort pour la rediffusion vidéo de ce live. Vous pouvez bien sûr liker et vous abonner à la fois à la chaîne Twitch et à la chaîne YouTube. Et puis bien sûr, comme toujours, quand vous voyez la clochette, la notification qui vous dit « Ah, nouvelle vidéo sur YouTube », ça veut aussi dire que c'est disponible sur les plus grandes chaînes de podcast, sur les plateformes de podcast audio. Donc n'hésitez pas à nous écouter également en audio dans vos transports, quand vous allez quelque part, ou même quand vous faites du sport. Voilà, ben justement, on parle de sport, donc ça peut tomber bien. Donc n'hésitez pas à également télécharger, puis de nouveau à vous abonner à la chaîne podcast audio des Capsules de Sport. Damien, merci à toi. Merci à toi, merci à tous. Et on se retrouve dans 2 semaines pour parler de softball. Allez, tchuss!